Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Tu fais plus de vélo? Quels sont selon moi les meilleurs sports croisés? Comment passer pro? Comment devenir trailer élite? Comment avoir des sponsors par rapport à la musculation? On va passer à la question suivante. Je vous avez demandé sous une vidéo, puis sur Instagram récemment, n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre là-bas pour plus de contenu exclusif et beaucoup plus instantané, de me poser quelques questions sur mon parcours, sur l'entraînement, sur mes objectifs, etc. Donc aujourd'hui, on va prendre ensemble le temps d'y répondre. Donc d'abord, toutes les questions dont j'ai déjà fait des vidéos dédiées sur les sujets ou les questions trop personnalisées qui relèvent plus du conseil individuel ou de la consultation, évidemment, je vais pas pouvoir les traiter. Mais on va prendre 4-5 sujets principaux que je vais traiter un petit peu plus en détail pour vous emmener avec moi sur ma semaine. Et puis après, on se repose ici et j'essaie de traiter plus de questions un peu plus rapidement. Allez, c'est parti! D'abord, une question qui est beaucoup revenue, c'est à propos des techniques de récupération que j'utilise. Est-ce que je fais de la cryothérapie, du pistolet de massage, de l'électrostimulation, des bottes de pressothérapie? En fait, des nouveaux outils comme ça, il y en a beaucoup, il y en a énormément qui arrivent chaque année. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'ils nous écartent un petit peu de la base qui est, elle, trop souvent négligée. Personnellement, j'utilise quasiment plus jamais aucune de ces méthodes, mais j'essaie de me concentrer vraiment sur des choses simples et puis ensuite de bien les faire. Il y a deux choses qui sont bien au-dessus des autres au niveau des preuves scientifiques. C'est d'abord une nutrition et une hydratation alignées avec nos besoins. Et puis bien entendu, la seconde chose, c'est vraiment le sommeil. Aujourd'hui, le jour de sortie de cette vidéo, on est le 15 mars. C'est un jour important puisqu'il s'agit de la journée mondiale du sommeil. Et à cette occasion, j'ai la chance de faire cette vidéo en partenariat avec Wopilo. C'est une marque française d'oreillers personnalisables et de linge de lit destinés à prendre soin de vos nuits. Moi, ce que j'ai adoré chez Wopilo, c'est qu'ils sont venus avec un vrai message et des valeurs. Leur volonté aujourd'hui, c'est vraiment de souligner l'importance du sommeil. Et là, notamment, dans ce début de vidéo, on va s'y intéresser avec un angle plus sportif, puisqu'on va se pencher sur la nécessité d'un bon sommeil pour une bonne récupération et la façon dont on peut améliorer sa qualité de sommeil pour les sportifs. Le sommeil, c'est vraiment l'élément essentiel de la récupération pour les athlètes. Pendant cette période de repos, le corps entre dans un mode de régénération profonde. Les processus physiologiques comme la libération d'hormones de croissance ont lieu pendant qu'on dort et parfois seulement pendant la phase de sommeil profond. Dormir, ça permet aussi d'apaiser le système nerveux central. Une bonne nuit de sommeil, c'est vraiment le pilier fondamental dans la récupération des sportifs. Il vous permet de réduire vos chances de blessure et donc à terme également de mieux performer. Tandis que toutes les autres méthodes que j'ai citées avant, elles ont un peu du mal à être soutenues par la science. Or, pour leur effet placebo, il n'y a aucun doute qu'un sommeil qualitatif, il est vraiment indispensable pour la performance physique à long terme. Donc voilà, si je devais vous donner un conseil sur une technique de récupération, vous avez compris laquelle ce serait en priorité. Concentrez-vous sur les choses simples, faites-les bien avant d'aller chercher des méthodes trop sophistiquées. Je vous rappelle maintenant rapidement les conseils de base pour améliorer votre sommeil. Bien sûr, vous devez déjà les connaître, mais ça fait toujours du bien de les réentendre et se dire qu'on va vraiment les appliquer. D'abord, avoir une routine de sommeil. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même les week-ends. Ça va vous aider à réguler votre horloge interne et à améliorer la qualité de votre sommeil. 2, il faut essayer aussi de réduire les écrans avant le sommeil. Vous savez, la lumière bleue émise par les appareils électroniques va perturber l'endormissement. Il faut vraiment essayer de réduire l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher et intégrer potentiellement des activités plutôt relaxantes comme la lecture, la méditation ou des étirements, des moments un petit peu de mobilité. En 3, limiter aussi la caféine et l'alcool. Tandis que l'influence du sport intense tard le soir sur la dégradation du sommeil, elle est un petit peu plus débattue. Celle de la consommation de caféine et d'alcool ne fait aucun débat. Ces substances, elles influencent négativement la quantité et la qualité du sommeil, donc il faut essayer de les éviter au maximum. En 4, si vraiment vous voulez mettre un petit peu de budget pour améliorer votre récupération, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt d'investir dans un complément alimentaire de magnésium de qualité. Le magnésium, c'est un minéral dont le besoin est fortement accru chez les sportifs et qui joue un rôle important dans de nombreux processus biologiques et notamment la régulation du sommeil. Donc je pense que c'est vraiment celui qui est le plus soutenu par la science. Donc si vous avez un petit peu d'argent, c'est plutôt là-dedans qu'il faudra chercher. Et le dernier point, c'est l'importance de la literie sur le sommeil. Je sais pas vous, mais moi, mon sommeil, il est vraiment influencé par la qualité de ma literie. Les plus pointillés d'entre vous auront même vu que dans mes dernières vidéos, que ce soit lors du stage de reconnaissance du championnat de France ou du stage avec Brooks, en fait, j'ai fait suivre ma couette et mon oreiller pour être sûr d'avoir un environnement de sommeil que je connais, une literie qui est vraiment adaptée à mon confort, donc pour être sûr aussi de bien récupérer et que le stage il soit bien productif. Et à ce propos, en fait, je teste depuis plusieurs semaines l'oreiller Wopilo. C'est un oreiller qui est ajustable en fait avec plus ou moins de rembourrage selon nos souhaits. Et puis aussi, on peut changer les cœurs à l'intérieur pour avoir plus ou moins de soutien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir un très bon sommeil ces dernières semaines. Moi, je vous le recommande vraiment. Chez Wopilo, ils sont convaincus qu'un très bon sommeil va contribuer à l'épanouissement général. Ils se donnent pour mission d'innover dans le respect de la planète, tout ça pour améliorer
le sommeil de millions de personnes. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir leur site pour avoir beaucoup plus d'infos. Et je vous mets aussi un lien dans la description pour aller faire leur quiz pour savoir quel sera votre oreiller idéal. Allez, question suivante. Quels sont selon moi les meilleurs sports croisés? Là, je vous réponds, je suis sur les skis, ça tombe parfaitement bien. J'ai juste oublié mes lunettes de soleil. J'espère que je vais pas devenir aveugle. Du coup, pour répondre à la question, quels sont selon moi les meilleurs sports croisés pour le trail? Donc, il y en a vraiment deux qui sortent du lot. Le premier, je suis en train de le pratiquer actuellement, c'est le ski de rando, le ski alpi. Vraiment en hiver, c'est vraiment un super sport pour aller développer un petit peu l'endurance, qualité d'endurance de force, pour aller mettre aussi des bons stress métaboliques, des longues sorties. Ça va vraiment permettre de développer des adaptations au niveau capillaire, au niveau mitochondrial. Donc ça, c'est top. Et une composante en plus, c'est l'adaptation aux efforts en altitude si vous préparez des trails de montagne. Et le deuxième sport aussi qui est vraiment bien, c'est le vélo. On est un petit peu dans les mêmes registres. Faire des longues endurances, faire aussi l'endurance de force, mettre des stress métaboliques. Donc voilà, en hiver, le vélo, faire une très longue sortie, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous pouvez aussi faire l'entraîneur, développer vos qualités physio. Vraiment mettre des gros stress physio sans avoir des grosses contraintes mécaniques. Donc ça, c'est vraiment les gros intérêts des sports croisés. Après, le ski de fond, c'est pas mal aussi, mais je pense qu'il y a un petit peu moins d'applicabilité directe pour le trail. Mais ça permet quand même de développer des gros moteurs. Peuvent en démontrer les performances de Sophia Lockley ou de Xavier Thévenard aussi en ultra trail. Il y a aussi la randonnée qui a des intérêts pour l'ultra. Franchement, faire de la randonnée chargée, ça permet de faire des heures en montagne, de s'habituer. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Et puis ensuite, il y a des sports un petit peu comme la natation qui sont vraiment, que moi je préfère un petit peu moins, que je recommanderais un petit peu moins, qui sont plus à dominante haut du corps. Même si c'est de l'endurance, c'est dur de faire des très longues sorties. Il y a un petit peu moins de transférabilité sur les capacités en trail. Mais il ne faut pas oublier bien sûr que c'est la spécificité qui va vous faire progresser, qui va vous faire devenir bon sur les distances où vous avez envie de performer. Donc voilà, sur le haut du podium, ski alpi et puis vélo. Ensuite, ski de fond, c'est pas mal. Randonnée. Et puis, si vraiment vous êtes blessé et qu'il vous reste plus que ça, vous pouvez essayer d'aller dans une piscine. Allez, dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié un sport. On peut passer à la question suivante. Donc là, je suis en train d'attendre le bus après ma petite sortie ski pour rentrer à la maison et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire deux choses. Un, n'hésitez pas à complimenter ma belle tenue vestimentaire dans les commentaires. Je voulais remercier Maximilien Rion qui me l'a offert. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes curieux par rapport au ski alpinisme, à venir très bientôt sur cette chaîne, une immersion 2 jours complets avec Maximilien Rion, donc un Belge, un des tout meilleurs sur le circuit Coupe du Monde de ski alpi. On va 2 jours avec lui et le suivre sur une étape de la Coupe du Monde avec 2 compétitions. Et je vous emmène très bientôt dans les coulisses, abonnez-vous pour pas rater ça. Allez, on peut continuer la FAQ. Bon, vous êtes nombreux à demander comment passer pro, comment devenir trailer élite, comment avoir des sponsors, comment entrer dans un team. Je mets tout ça dans une grosse question et puis je vais reprendre tout ça depuis la base et vous expliquer un petit peu la démarche à avoir. Avant de répondre à cette question, il y a une petite introduction qui est très simple à faire. C'est que si vous vous posez la question comment entrer dans un team, comment avoir des sponsors, c'est que c'est beaucoup trop tôt pour vous pour être accompagné dans votre démarche par des marques. Je vous explique ça tout de suite. La première chose qu'il faut pas oublier, qui est vraiment à la base, c'est vraiment d'aimer son sport, d'aimer l'entraînement, aimer être dehors, aimer se faire mal. C'est vraiment la première chose un petit peu avant d'avoir une démarche de haut niveau. À partir de ce moment-là, si vous êtes jeune, vous pouvez essayer de rentrer dans un team jeune. En France, il y en a 3 qui me viennent directement à l'esprit. D'abord, en premier, bien sûr, la Brooks Trail Academy. Ensuite, il y a aussi le team Sinas Matrix qui a une académie. Et enfin, il y a le team qui s'appelait avant Buff, Oka, qui est maintenant sponsorisé par Nike. Donc, si vous êtes jeune, je vous invite à aller suivre ces structures sur les réseaux sociaux pour essayer de voir un petit peu quand il y a des campagnes de recrutement. Et s'il n'y a pas de campagne de recrutement, ils vont un peu vous recruter sur le talent et sur votre potentiel. Comment vous montrer votre potentiel? Donc ça peut commencer par d'abord faire un petit peu les courses vers chez vous et montrer que vous avez un petit peu de niveau. Ensuite, ce qu'il faut essayer de faire, où il faut vraiment essayer d'aller, c'est sur les gros rendez-vous nationaux pour montrer qu'on peut se démarquer au niveau national. Une petite rafale, on va prendre 2 secondes. J'ai la petite moumoute, mais je sais pas si vous allez bien m'entendre. Et donc les grosses courses sur lesquelles il faut aller au niveau national, en premier c'est le championnat de France de course en montagne. Vous pouvez aussi faire championnat de France de cross, c'est une très bonne école. Moi je suis passé par là. Je vais pas vous raconter mes résultats, mais c'est vraiment une très bonne école de la course à pied. Et puis ensuite, il y a aussi sur des gros événements, des courses pour les jeunes. Donc à l'UTMB, il y a la YCC. Ensuite, au Marathon du Mont Blanc, il y a aussi une Young Race. Je vous conseille aussi d'aller à Sierzinal Junior ou à la Skyrun aussi, où il y a souvent un beau plateau pour les jeunes.
Donc voilà, il faut essayer d'aller sur les gros événements. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents comme moi j'ai eu pour vous amener sur les gros événements. Dans ce cas-là, je vous recommande un petit peu de vous approcher de clubs, les jeunes, pour rencontrer des entraîneurs passionnés qui pourront peut-être vous aider à aller sur les rendez-vous, notamment le championnat de France. Et une chose aussi qui est importante, c'est que ce qui doit vous motiver avant tout dans le fait d'avoir des sponsors, c'est que ça doit vous aider dans votre démarche de haut niveau, c'est que ça doit vous aider dans le fait de pouvoir aller sur les compétitions, que ce soit avec des moyens matériels ou financiers pour aller sur les événements. C'est vraiment ça qui doit vous motiver, de pouvoir aller vous confronter aux autres et pas d'avoir une paire de chaussures gratuites et de pouvoir marquer sur votre bio Instagram sponsorisé par. Si c'est ça qui vous fait vibrer, c'est que vous allez vraiment dans la mauvaise direction. À partir de ce moment-là, il y a peut-être des équipes qui vont vous contacter ou des sponsors qui vont venir vers vous pour vous aider dans votre démarche. Et donc là, il faut encore pas franchir les étapes. Vous n'êtes pas prêt encore de passer pro. Il faut d'abord continuer de s'entraîner, vraiment sentir qu'on aime faire ça pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, si vous avez des résultats qui viennent au niveau national, au niveau international et que vous avez un peu une continuité dans votre démarche, dans votre projet sur plusieurs années et que vos résultats sont très bons, à partir de ce moment-là, c'est là où il faut penser un petit peu plus grand. Et c'est pas les résultats qui vont vous amener vers le statut professionnel, c'est à vous de prendre en main votre projet et puis de monter votre projet professionnalisant. Donc ça veut dire être pro. En fait, il faut être pro avant de passer pro. Ça veut dire qu'il faut être pro dans ses relations avec les sponsors, il faut être pro dans sa communication, il faut être pro dans son encadrement. Donc ça veut dire se staffer avec des entraîneurs qualifiés, avec potentiellement des médecins ou des prépas physiques. C'est un petit peu dommage que dans le trail, ça manque d'encadrement, c'est en train d'arriver, mais c'est un petit peu aux athlètes d'avoir d'abord la démarche professionnalisante. Et ce qui est dur, c'est que d'abord, il faut avoir la démarche professionnalisante sans être pro. Donc c'est très bien d'avoir un double projet à côté au début pour pouvoir s'équilibrer et puis rebondir là-dessus si le trail, ça marche pas forcément comme on avait envie. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec mes études d'ingénieur. Donc c'est à partir de ce moment-là où votre projet il prend vraiment forme et les résultats suivent que vous allez potentiellement pouvoir trouver des nouveaux sponsors pour vous aider dans votre démarche professionnalisante et pour avoir les revenus suffisants qui vont vous permettre de vous dire là, ça y est, je mets entre parenthèses mon second projet et puis je me dédie vraiment au trail à fond. Et en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trail, il n'y a pas de statut professionnel. C'est juste vous, à un moment, vous estimez que vous avez des revenus suffisants pour vivre de votre passion et puis vous vous autoproclamez professionnel comme moi j'ai fait à la fin de mes études d'ingénieur parce que mon projet commençait vraiment à prendre forme. Donc voilà, je récapitule vite fait avant qu'on passe à une autre question. En premier, la passion, la démarche de haut niveau et les résultats. Ensuite, vous allez peut-être trouver des sponsors, mais là, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir vraiment avoir une démarche professionnalisante de votre côté, dans votre relation avec votre sponsor, dans votre communication, dans votre projet sportif, dans vos courses. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez peut-être avoir les revenus suffisants qui vont vous permettre de vous autoproclamer professionnel. Et bien sûr, on n'oublie pas la base, l'entraînement, la passion et aller au charbon, faire des séances. Allez, on passe à la question suivante. Tu fais plus de vélo? Alors c'est vrai que ces 6 derniers mois, j'ai vraiment fait beaucoup moins de vélo. Il y a plusieurs raisons à ça, je vais vous expliquer. À la base, en fait, en novembre, décembre, j'ai essayé de refaire un petit peu du vélo parce qu'on avait pour projet avec Nico d'essayer de booster mon physio par le haut. Donc, c'est-à-dire en faisant beaucoup de séances intenses sur le home trainer. Sauf qu'en fait, j'avais un petit conflit avec mon ischio droit qui me faisait à chaque fois, les lendemains de grosses séances, des tensions. Donc, on a abandonné l'idée de faire du vélo pendant la prépa hivernale et je me suis plus concentré sur le ski. Et en fait, j'ai boosté mon physio plus par la base, c'est-à-dire en faisant une grosse base aérobie en ski de fond et en ski de rando. Et en fait, comme ça, j'ai pris beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de flexibilité à faire des heures pendant l'hiver. Ensuite, je suis allé en France pour faire ma phase de travail spécifique. Donc là, l'idée, c'était de faire un maximum de kilomètres à pied. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on veut faire beaucoup de séances dures à pied, beaucoup de spécifiques, c'est mieux de se concentrer vraiment sur la course à pied et d'essayer de pas tout faire en même temps. L'an dernier, au stage que j'avais fait avec Thibaut et Nico, comme j'avais beaucoup moins de temps l'hiver, au moment où j'ai pris 2 semaines de stage, je me suis dit, allez, là, tu fais tout, tu fais beaucoup de volume, tu fais des séances dures à pied. Et je pense que j'ai mal assimilé, que je me suis un petit peu cramé. Donc là, ces 3 semaines en France, j'ai pas du tout touché au vélo, je me suis vraiment concentré sur la course à pied. Et maintenant, par contre, c'est vrai que les beaux jours arrivent, comme vous le voyez. Et là, ça donne quand même envie d'aller ressortir, faire des grandes d'emblée à vélo. Pour l'instant, c'est sûr que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup puisque je suis toujours en prépa spécifique championnat de France et qu'il y a les séances qui s'enchaînent. Mais par contre, quand je vais repréparer les ultras cet été et que je serai à nouveau dans une phase de gros blocs d'endurance, c'est là que ça sera très intéressant. Donc aujourd'hui, je fais un petit test. J'ai bougé aussi un petit peu ma selle. Cet hiver, j'ai fait beaucoup de renfort de mon ischio, donc j'espère que la douleur va pas se réveiller et que je vais pouvoir profiter de mon deux roues. Et de toute façon, j'ai prévu dans les semaines qui arrivent de faire un bike fitting pour être sûr d'avoir une bonne position. Parce que là, j'ai vraiment envie de faire du vélo, notamment avec la personne qui tient ce téléphone
et qui prépare les objectifs à vélo cet été, donc j'ai bien envie de l'accompagner. Donc voilà pour la question du vélo. Bon, j'ai reçu pas mal de questions par rapport à la musculation. Il semblerait que c'est un sujet qui vous intéresse. Comment organiser les séances, qu'est-ce qu'il faut travailler, comment j'ai implémenté ça un petit peu dans ma préparation cet hiver. Donc bon, faut quand même savoir qu'un petit peu de renforcement, ça peut être bien pour travailler les points faibles, mais ce qui va vous faire courir vite, c'est quand même de vous entraîner à pied. Donc je pense qu'il faut pas prioriser la muscu par rapport à la course à pied, même si c'est bien d'en inclure quand même une petite séance de routine pour se renforcer, mais c'est vraiment pas la priorité, c'est vraiment quelque chose qui doit venir en complément de votre course à pied. Donc moi, c'est venu en complément de l'entraînement qui a été planifié par Nico. Donc c'est planifié par mon préparateur physique et kiné Théo Robin. Donc ils ont travaillé un petit peu en collaboration pour savoir comment placer les séances. Au début de la préparation, on a vraiment axé le travail sur de la force max, c'est-à-dire je suis allé sur des séries de 4 à 6 reps en essayant d'augmenter un petit peu les poids dans les exercices clés pour le cours à pied qui sont et pour moi qui sont le hip thrust, deadlift, squat et fente. C'est vraiment les exercices que j'ai ciblés, plus des exercices de mollets et puis des exercices spécifiques pour renforcer mon ischio-jambier. Donc voilà ce qu'on a fait dans un premier temps. On a fait à peu près des séances tous les 5-6 jours, donc à peu près 3 séances toutes les 2 semaines pour pouvoir quand même avoir le temps de récupérer. Ensuite, au niveau des interférences avec la course à pied, en fait, il y en a relativement peu, sauf si vous entraînez pas progressivement et que vous avez des courbatures monstres après les séances. Donc là, ça peut être problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir de la progressivité dans les montées en charge et dans les montées en volume pour pas justement être handicapé pour les séances de course à pied sur les semaines suivantes. Et puis ensuite, quand on a fait vraiment les semaines spécifiques à pied avec un gros volume, et là, on a vraiment réduit la charge en musculation. J'ai fait un petit peu des séances de plio ou des séances de puissance avec des charges plus légères et plus rapides. Et puis là, maintenant qu'on arrive un petit peu plus proche de l'objectif, on va aller sur des séances un petit peu plus spécifiques, c'est-à-dire que je fais pas mal d'endurance de force. Donc c'est un petit peu des circuits training de 5, 6, 7, 8 minutes où à la fin, ça commence vraiment à chauffer au niveau des muscles, des quadris, des fessiers. Et forcément, c'est des charges qui sont un petit peu moins élevées. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est de la pliométrie, donc des exercices de bondissement pour continuer d'améliorer ça en parallèle. Donc voilà un petit peu sur la musculation, comment j'ai travaillé cet hiver et comment ça s'organise autour de la course à pied. Allez, on se retrouve sur mon balcon. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour les questions restantes que je vous ai triées en 4 catégories. En 1, études travail. En 2, plutôt les questions qui sont liées à l'entraînement. En 3, des questions un petit peu plus philosophiques. Et puis enfin, je vais vous parler de mes objectifs. Comment tu faisais pour aller correctement tes entraînements et tes études d'ingénieur? Eh ben, j'ai eu la chance de bénéficier d'aménagement à l'INSA Lyon. Et donc, mon école, au lieu de la faire en 5 ans, j'ai fait en 7 ans et demi, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour m'entraîner et puis gérer ma carrière de sportif. Quand on voit tes études longues, est-ce que la vie professionnelle hors sport te manque pas? Je vais faire très rapide. Pour l'instant, l'ingénierie, ça me manque pas du tout. Tu envisages quel avenir après ta carrière d'athlète? Pour l'instant, je suis plutôt focus sur mon projet sportif, mais c'est sûr qu'il faudra faire autre chose parce que on gagne pas assez dans le trail pour mettre de côté et puis vivre toute sa vie des revenus qui sont liés à nos performances. C'est aussi pour ça que je développe autant mes réseaux sociaux et mon expertise autour de la performance et autour de ce sport parce que je sais que je pourrais le valoriser plus tard. Pour l'instant, je ne saurais pas trop ce que je vais faire après mon projet sportif. Ça dépend aussi combien de temps je le prolonge. La possibilité de retourner dans l'ingénierie, elle est pas nulle, sachant que quand même, plus j'attends longtemps, moins mon diplôme aura de valeur, mais bon, j'ai toujours un petit peu ses capacités de raisonnement, de résoudre des problèmes. Et puis en fait, ce profil aussi multicasquette, je sais que ça aura de la valeur plus tard dans différents projets. Pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a rien qui est défini, mais moi, je me fais pas de soucis pour pouvoir trouver des projets après ma carrière sportive. As-tu toujours fait du trail ou tu as fait d'autres sports avant? Alors moi, j'ai fait énormément de sports différents, notamment grâce à mes professeurs de PS et aux sports scolaires qui m'ont fait découvrir beaucoup de sports. J'ai fait beaucoup de sports outdoor aussi dans la seconde partie de mon adolescence. J'ai fait du raid multisport, mais un sport un peu qui m'a vu un petit peu grandir, c'est le handball que j'ai fait en club de 11 à 18 ans de manière assez sérieuse. J'étais aussi en section sportive handball. À quel âge as-tu commencé le trail? Je crois que j'ai fait mon premier trail, je vais avoir 13-14 ans. J'avais fait un petit faux certificat médical parce que j'avais pas l'âge de courir. C'était une course au Lurent, pas loin de chez moi, et j'avais pris beaucoup de plaisir, mais dites pas à la FFA que j'avais fait un faux certif. Quelles sont tes habitudes de déblocage et d'échauffement avant les courses? Alors déjà, j'aime pas trop le terme déblocage parce que ça signifierait qu'on est bloqué, et en fait, c'est pas forcément le cas. Je préfère utiliser un petit peu le terme d'activation ou de veille de course. Donc c'est sensiblement souvent la même chose. Quand je fais du très long, parfois j'aime même faire du repos total avant les courses. Mais si c'est des courses un peu où ça va être punchy, j'aime bien faire 30-40 minutes cool et puis ensuite des lignes droites progressives si tout va bien. Et puis en échauffement, c'est aussi relativement souvent la même chose.
Sauf si je sais que le départ va être très très rapide, ben là je vais faire des lignes droites un petit peu plus poussées, mais souvent c'est 20-25 minutes très progressives et puis ensuite des accélérations pour que le cœur il soit prêt à monter rapidement. Regardes-tu ton kilométrage annuel? Est-ce que pour toi c'est une donnée intéressante? Alors oui, clairement pour moi c'est vraiment une donnée intéressante. Je regarde chaque année mon kilométrage sur la saison, sur un an depuis la reprise. C'est une donnée que je suis, mais bien sûr il faut la prendre dans un contexte plus global et puis l'analyser avec d'autres données qui sont les heures d'entraînement, qui sont aussi le dénivelé, qui sont vraiment indispensables à comparer. Et après je pense quand même qu'à volume égal, plus on arrive à faire de kilomètres et plus on arrive à courir, mieux c'est. Donc c'est quelque chose que je vais suivre au fil des saisons et que je vais essayer un petit peu d'augmenter. Que penses-tu de la prépa mentale? Alors je pense que c'est vraiment un gros levier de performance chez certaines personnes. Moi j'en ai fait pendant 2-3 ans et j'ai énormément appris dans beaucoup de domaines, à savoir me poser les bonnes questions, savoir comment définir mes objectifs, savoir qu'est-ce qui fait vraiment vibrer. J'ai aussi appris des méthodes de relaxation, des méthodes de visualisation un peu pour se préparer avant les courses. Et j'ai aussi appris des méthodes à utiliser pendant les courses pour vraiment être concentré sur le moment, être 100% présent, pouvoir aussi aller chercher de nouvelles ressources. Donc c'est un peu une boîte à outils où il y a beaucoup de choses à explorer en préparation mentale. C'est vraiment bien au début de se faire accompagner. Maintenant, je ressens un petit peu moins le besoin. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend quand même de la charge mentale. Si on veut faire tous les exercices, si on veut vraiment faire le processus dans sa globalité. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte que avant de se lancer là-dedans, ça va demander un investissement. Mais globalement, je pense que c'est vraiment quelque chose que je recommande et où il y a beaucoup de choses à explorer encore au niveau de la performance. Est-ce que tu t'étires après les entraînements? Alors celle-là, je l'ai pris parce qu'elle est pépite. Ça fait quand même quelques années qu'il y a vraiment un consensus sur le fait que les étirements directs après les entraînements, c'est pas du tout recommandé. Donc voilà, je vais pas développer plus, je vais juste vous dire que si vous voulez faire plutôt des étirements, de la souplesse, de la mobilité, c'est plutôt quelque chose qu'il faut faire à distance, des séances dures, pour vraiment éviter d'avoir des interférences. As-tu ton propre kiné et comment tu gères tes relations avec eux? Alors c'est un petit peu compliqué, j'ai différents kinés. Donc ici à Innsbruck, j'ai un physio que je vais consulter assez régulièrement pour faire un petit peu des check-up, des bilans, vérifier que tout va bien. J'ai aussi mon kiné et prépa physique Théo Robin de la structure Cap Prévention qui va me suivre toute l'année sur toute la partie prépa physique, planification des muscles. Il me donne aussi tous mes exercices de mobilité, toutes mes routines à mettre en place. Et j'ai la chance de pouvoir vraiment le téléconsulter dès que j'en ai envie, il est hyper dispo, donc ça c'est trop cool. Et puis aussi sur les stages d'entraînement, comme on a fait là sur la reco des championnats de France, j'ai réussi à le faire venir, donc c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui est autant impliqué dans mon suivi. Et enfin, j'ai aussi la chance de pouvoir consulter en expertise sur tout ce qui est performance, rééducation et puis prépa physique et les kinés de Physiosport Besançon qui travaillent en collaboration avec Brooks et qui étaient là sur la semaine de lancement avec qui on a fait beaucoup de tests. Ils sont aussi disponibles pour répondre si j'ai des questions. Courir pour le plaisir ou courir pour performer, possible de faire l'un sans l'autre? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que dans le trail, c'est très compliqué de performer sans prendre de plaisir parce que c'est quand même un sport qui demande beaucoup d'investissement au niveau du temps, au niveau de la difficulté des séances. Et puis c'est un sport où les revenus ils sont pas encore très développés. Donc quelqu'un qui aime pas ça et qui arriverait à le faire juste pour la motivation extrinsèque, je pense que c'est un petit peu compliqué. Dans le trail, je pense que faut vraiment être passionné pour pouvoir performer. Par contre, j'ose aussi croire que prendre du plaisir sans performer, c'est possible. Moi, pendant mes 2 années compliquées, on peut dire que la performance n'était pas forcément au rendez-vous. Et pourtant, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à faire tous les entraînements qui étaient possibles. Et puis, j'espère aussi qu'une fois que j'aurai fini un petit peu cette démarche de haut niveau, je continuerai à prendre du plaisir et juste dans l'entraînement, en étant dehors, en étant avec les copains, à faire des sorties en montagne. Je pense qu'il y a vraiment du plaisir là-dedans sans avoir de notion de performance. Que retiens-tu des 2 dernières saisons qui ont été compliquées pour toi? Alors j'ai vraiment appris, je pense, pendant ces 2 saisons, c'est clair. J'ai appris qu'il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut être progressif, il faut avoir de la patience. J'ai aussi appris que c'est très important d'avoir un plan et d'avoir un objectif un petit peu pour avoir un cap dans les moments durs. En fait, d'avoir une direction tracée dans laquelle on veut aller, ça aide vraiment à être présent sur le jour J, faire des exercices de rééducation, faire des petites choses qui, sur le moment, donnent pas l'impression de faire des gros progrès. Quand c'est compliqué de voir des progrès de façon quotidienne, et avoir en tête vraiment la direction où l'on va et que le plan il soit établi pour y arriver, avec aussi des étapes intermédiaires, c'est vraiment ça qui va aider à garder le cap quand il y a des blessures ou quand il y a des choses compliquées. Et une deuxième chose, je pense que c'est bien aussi d'avoir des projets en parallèle du pur projet sportif. Donc moi notamment avec cette chaîne YouTube, ça m'a permis un petit peu aussi de penser à autre chose et d'avoir d'autres trucs à faire en réfléchissant à des nouveaux projets de vidéos, en faisant des collaborations avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, quand on a vraiment que le projet purement sportif, quand ça va pas, il n'y a plus rien qui va dans la vie. Et moi, le fait de faire un petit peu d'autres choses à côté, c'est ça qui m'a aussi permis de garder le cap. Es-tu en accord avec tes choix de vie? Alors globalement, ouais, je pense que je suis assez en accord avec mes choix de vie. C'est sûr que dans la vie, il y a beaucoup de contradictions avec lesquelles il faut vivre, mais globalement, je suis vraiment content de là où j'en suis aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait de ma situation.
Et je pense pas avoir trop trahi mes valeurs. Je pense rester très proche des valeurs que vous commencez à connaître. Même si actuellement, je fais pas un métier à fort impact social de façon directe, j'ai quand même l'impression que ça fait du sens ce que je suis en train de faire, de pouvoir partager, de pouvoir inspirer si c'est possible, et puis de pouvoir transmettre mes valeurs. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur et qui donne du sens à mon projet. Donc c'est pour ça que j'ai quand même l'impression d'être en accord avec mes choix de vie. Allez, la partie objectif, quelle course je vais faire cette année? Donc le premier objectif, je pense que vous commencez à le connaître, c'est bien entendu les championnats de France de trail. Cette année, il va y avoir une densité incroyable et moi, j'ai envie d'être de la bataille. Je pense que c'est compliqué quand on fait du haut niveau de justifier qu'on n'a pas envie d'être au championnat de France et d'être là à se batailler avec tous les meilleurs Français pour aller potentiellement décrocher une sélection en équipe de France. Donc j'y serai, je suis vraiment motivé pour ça. Oh les pompiers, arrêtez, je filme là. Ensuite, les deux gros objectifs, ça va être la Maxi Race où je pense aussi il va y avoir une bonne bataille. Putain, je vous ai dit d'arrêter là. Le deuxième objectif, on augmente un petit peu la distance, ça sera la Maxi Race. Je pense aussi qu'il y aura une très belle bataille à aller chercher là-bas. Et enfin, la dernière grosse course de ma saison, ça va être la CCC. Encore une fois, c'est vraiment le format 100 km où il y a le plus de densité au monde. Donc, ça fait 2 saisons où malheureusement, je peux pas être sur la ligne de départ. Cette année, j'ai vraiment envie d'y être et de pouvoir un petit peu espérer exprimer là-bas mon plein potentiel. Donc, j'ai hâte d'être à Chamonix fin août. Est-ce qu'un grand raid de la Réunion, ça te fait envie? Alors oui, forcément, c'est mythique, ça m'attire. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un aller-retour à la Réunion, c'est au moins 4-5 tonnes de CO2 pour mon bilan personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas ignorer avec mon profil et qui me touche. On va pas se le cacher, c'est pas aussi la course avec le plus de densité au monde. Donc même si le parcours, il semble magnifique, je pense que si je vais là-bas, c'est que vraiment, il faut que ça s'inscrive dans un projet qui ait du sens, il faut que j'y aille longtemps. Mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Quel est ton objectif ultime? Mon objectif ultime, c'est quand même d'être épanoui dans la vie. Mais si on parle de sport, si je devais retenir qu'une course, ça va être l'UTMB. Je pense que j'ai pas besoin de justifier. Quelle est ta stratégie pour les France? Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis surtout merci à Wopilo d'avoir rendu cette vidéo possible et m'avoir offert cet oreiller Wopilo Plus dont en fait on peut changer le cœur pour avoir plus ou moins de fermeté sur la partie à mémoire de forme. Je vous invite à aller voir le lien dans la description pour faire le quiz, savoir quel est l'oreiller qui est le plus adapté pour vous. Maintenant il vous reste plus qu'à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, mettre un petit commentaire, à vous abonner pour pas rater la suite des vidéos et puis on se voit une prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!